Alors, je vous souhaite à nouveau un bel après-midi. J'espère que vous vous sentez en forme. Vous savez, ici, dans l'atmosphère dans laquelle nous sommes, il y a des arbres, il y a des sapins partout. On a ce qu'on appelle beaucoup d'ions positifs, des ions négatifs. Pas des ions positifs, des ions négatifs, et c'est extrêmement bon pour la santé. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse lire un texte de la Bible, Deutéronome, chapitre 23. Deutéronome, chapitre 23. Le 23 ou 28, attendez un petit peu. C'est 28. C'est 28, pas 23, excusez-moi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est une promesse que Dieu a faite, que quand on obéit à ce qu'il dit, bien, il y a des récompenses qui se trouvent au bout de sa parole. Hier, bien, j'ai parlé un petit peu du syndrome métabolique et je n'ai pas eu le temps d'en expliquer beaucoup, mais j'aimerais revenir sur certaines choses. Juste avant, je vais vous dire, Sébastien, ce matin, il a parlé de l'alcool. Vous savez, l'alcool, c'est vraiment un problème dans notre société, et surtout quand on fait des petits parties, des réunions de famille. Moi, chez moi, quand je reçois ma famille, ils savent qu'il n'y a pas d'alcool qui rentre dans la maison. Mais je mets des verres à vin sur la table et j'achète du jus de raisin. Vous avez le jus de raisin rouge ou bleu-rouge pour le vin rouge, et vous avez le jus de raisin blanc pour le vin blanc. Et chez Costco, notre ami Costco, on ne pourrait vraiment pas s'en passer, il y a des jus pétillants à base de poire et tout ça, que vous pourriez servir à la place de l'alcool. Et je vais vous dire, les gens vont vous remercier. Parce que vous savez, quand on a des parties de famille, souvent, il y en a quelques-uns qui en prennent un petit peu trop. Et quand ils repartent, qu'ils prennent le volant, on est quand même responsable de leur sécurité. Hein? Alors, s'il leur arrive quelque chose, on pourrait le regretter. Puis, on peut avoir du plaisir sans alcool aussi. Sur ça. Alors, le syndrome métabolique, je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes de diabète, d'artériosclérose, d'obésité, etc. Alors, je vais vous donner un truc. Bien, un truc. Ce n'est pas un truc, c'est la façon dont on gère un petit peu son alimentation. Et c'est un petit peu le régime qu'on donne à des gens. Vous savez, j'ai eu 2 personnes dernièrement qui étaient en phase terminale. Il y en a une, elle était trop avancée, il lui restait, je pense, 15 jours à vivre. Elle n'a pas pu l'utiliser. Mais il y en a une autre dame, je lui ai donné ce régime, disons, qui est peut-être un petit peu plus élaboré, là, mais elle devrait être décédée, puis elle est encore en vie. Alors, pour dire que même l'alimentation peut être un très grand facteur dans des cas, puis il n'y a pas à dire, elle est en phase 4. Le médecin lui donnait quelques semaines à vivre. C'était au mois de janvier. On est à la mi de l'été et elle est encore en vie et elle va bien. Je ne sais pas ce que ça va donner dans le futur. Ça appartient à Dieu, mais quand même. Alors, quelqu'un qui a un syndrome métabolique, ce qu'il doit faire, c'est que son assiette, ce que j'expliquais un petit peu, mais là, je vais rajouter, je vais expliquer un petit peu plus. C'est quoi un syndrome métabolique? C'est parce que je ne veux pas revenir sur... Le syndrome métabolique, c'est que vous avez trop de sucre dans le sang. Je pense que je vois personne de nouveau. Puis Nathalie, elle connaît ça, le syndrome métabolique. Hein? Il y a Moïna, je vois, il y a Hélène, je pense que tu n'étais pas là hier. Mais ça vaut peut-être la peine de juste dire rapidement c'est quoi. Le syndrome métabolique, c'est tout simplement quand vous consommez trop de
de produits raffinés. Ça fait augmenter votre taux de sucre dans le sang. C'est... dans certains cas, c'est assez... il y en a qui me disait, c'est pas vous qui me disiez que vous aviez 33 de... Un petit excès. Un petit excès. Alors, quand il y a trop de... Bien là, je ne veux pas recommencer à tout réexpliquer, les AGE puis tout ça, là. Mais ce qui arrive, c'est que le sang devient extrêmement collant parce qu'il se colle avec des protéines dans le sang. Ça fait des AGE qui sont très élevés chez les diabétiques, entre autres. Alors, comment stabiliser sa glycémie? Bon, on sait que la verdure, une grosse salade, ça va stabiliser votre glycémie, ça, c'est certain. Comment faire une salade? Vous pouvez choisir... il n'y a pas juste de la laitue iceberg pour faire de la salade. Comme vous voyez, ici, dans la cuisine, ils utilisent des... Mescla. Pardon? Mescla, qu'appelle. Oui, oui. Oui, toutes sortes de petites verdures qui peuvent servir pour faire vos salades. Vous pouvez utiliser aussi des germinations. Oui, les feuilles de pissenlit, c'est merveilleux pour le foie, ça détoxifie. Les épinards, un petit peu moins, parce que ça contient de l'acide oxalique. Quelqu'un qui a un problème de rein, donc on y va un petit peu plus doucement. Mais vous pouvez utiliser des feuilles d'ortie si vous restez à la campagne. Les feuilles d'ortie, vous ne connaissez pas? Quand vous vous promenez dans un champ, puis vous passez à côté d'une plante, puis que ça vous pique, c'est de l'ortie. Mais mon chat, ça pique pas. Non. Et c'est extrêmement bon. C'est un détoxifiant du corps. Puis en plus, ça pousse dans la nature, puis ça ne coûte rien. Je suis sûre, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, là, mais... J'en ai pas vu autour, mais il y en a beaucoup d'endroits. Ça pousse de la mauvaise herbe. Ça pousse partout, c'est comme de la mauvaise herbe. Pardon? De l'ortie, oui. De l'ortie, O-R-T-I-E. Vous regarderez ça sur Internet, vous allez voir, vous en trouvez partout. Et c'est un dépurifiant, c'est un reminéralisant, ça contient des vitamines et ça remplace avantageusement les épinards parce que ça n'a pas d'acide oxalique à l'intérieur. Alors là, vous faites une bonne salade et dans la salade, ce que vous pouvez ajouter, peut-être pas en été, mais en automne, ce sont les produits lactofermentés, la choucroute. Vous voulez refaire votre flore intestinale, la choucroute? Oui. Est-ce que vous connaissez ça, la lactofermentation? Oui. Choucroute, avez-vous déjà mangé ça? Moi, j'ai mangé une fois au Oktoberfest à Montréal. Oui, il y en a de la choucroute. Il faut que ce soit de la choucroute non pasteurisée. Ah ben là, je ne peux pas ça. Je ne sais pas où est-ce que... habituellement, dans les magasins d'alimentation naturelle, vous en avez. Ou sinon, moi, je fais tout le temps la mienne. C'est tellement facile à faire que je pense que ça ne vaut même pas la peine de s'en passer. Et puis, moi, j'en prends à tous les matins. Je prends une demi-tasse du bouillon de choucroute fermentée parce que ça va aller réensemencer votre système digestif, vos intestins. C'est vraiment merveilleux pour refaire la flore. Et vous savez, la santé dépend énormément de la flore intestinale. OK? Le kimchi, fais-tu partie de ça, le kimchi? Oui. La deuxième partie, ici, ce sont les légumes. Là, je vais faire de la peine à beaucoup de monde. Quand vous voulez régler un problème de diabète, un problème d'athérosclérose, vous voulez diminuer votre glycémie, les seuls légumes qui vous sont permis, ce sont ceux qui poussent au-dessus du sol. Tout ce qui pousse dans le sol, on devrait peut-être pas l'éliminer, mais au moins le manger cru. Les carottes, les betteraves, le panais, les rutabagas, les pommes de terre, peut-être à l'exception de la pomme de terre, comment on l'appelle, la pomme de terre jaune-orange, là? Douce. La patate douce. La patate douce, on peut l'utiliser, mais tout ce qui est en bas du sol, on devrait
le limiter ou le manger cru dans une salade. Et ça va faire baisser votre glycémie. Alors, tout ce qui est... Regardez, en ce moment, on a les petites feuilles vertes. Il y a le brocoli, l'asperge au printemps quand ça arrive. Je sais que le brocoli... Moi, je ne suis pas très forte du brocoli, mais quand on se force un peu, ça nous fait... Mais le chou-fleur, il y a beaucoup de petites verdures là, qu'on peut utiliser qui va venir ici dans votre assiette. L'autre portion, c'est la portion... si, mettons, vous voulez continuer à utiliser de la viande, bien, ça peut être votre petit poulet, ça peut être le tofu, ça peut être une légumineuse, céréales légumineuses. Mais si vous y allez comme ça, ce plat-là, votre glycémie ne devrait pas bouger. Mais à condition que vous n'alliez pas, mettons, faire cuire une pomme de terre avec des carottes, du panais, c'est sûr que là, votre glycémie va augmenter. Pour le déjeuner, on conseille de manger, on dit aux gens de manger beaucoup de fruits, mais tous les fruits, à part des petits fruits, sont à éviter. Pendant au moins 6 semaines, on dit aux gens, évitez tout ce qui est des oranges, les pamplemousses, les cantaloupes, le melon d'eau, tous ces fruits qui sont très sucrés, on les met de côté et on ne mange que des petits fruits, les bleuets, les fraises, les framboises, les mûres. Mais là, ce que vous dites là, c'est pour les diabétiques. Oui. Pas pour tout le monde. Non, pour faire baisser la glycémie. Pour faire baisser la glycémie. Par exemple, mettons quelqu'un qui a le cancer. Vous savez, le cancer, la cellule cancéreuse, elle est extrêmement amoureuse du sucre. Elle aime le sucre. Et ils ont découvert, c'est un Warburg, en 1930, qui a découvert que la cellule cancéreuse aimait tellement le sucre qu'il y avait une étreinte incroyable. Et que si on enlevait le sucre, la cellule était obligée de se nourrir de corps cétonique et à ce moment-là, elle allait en apoptose. Et c'est pour ça qu'on a tellement de résultats quand on donne un régime comme ça à quelqu'un qui a un cancer, surtout en phase terminale. Vous savez, un médecin, quand vous dites quand un médecin dit à un patient qu'il est en phase 4, là, il n'y a pas de phase 5. La phase 5, c'est dans la tombe. Phase 4, le médecin dit « Faites vos bagages ». Mais il y a des gens qui sortent de phase 4. Il y a de l'espoir, vous savez. Là, la dame à qui j'ai donné le régime et qui est encore en vie, ça montre que le régime... Là, elle ne peut pas le suivre complètement parce que sa fille met un petit peu les bâtons dans les roues, mais quand même, elle a un bon véhicule. Alors, le matin, les fruits, c'est ou bien non, vous éliminez complètement les fruits et puis vous les remplacez par des fruits salés. C'est quoi un fruit salé? Des tomates, des concombres, de l'aubergine, des choses comme ça. Vous savez, vous pouvez manger des tomates le matin, là. C'est parce que nous autres, on met les tomates pour le dîner, mais on peut déjeuner avec des tomates aussi, là. Quand une personne veut baisser sa glycémie, là aussi, je vais donner un coup dur. Pizza, pain hamburger, pain hot dog, les pâtisseries, des tartes comme on a mangé, là, faut les enlever parce que la glycémie, elle fait un bond extraordinaire. Et si j'avais un tableau, là, ici, comme ça, là, je ne sais pas si vous le voyez, c'est sûr que j'ai un petit tableau, ça fait que je suis obligée de faire de petits dessins. Mettons que vous mangez du pain, mettons que vous allez manger un hamburger, un hot dog ou quelque chose comme ça. Votre glycémie va monter et elle va redescendre presque aussitôt. Ça veut dire que, mettons que vous mangez à midi, qui est ici, c'est 6 heures. Entre ce moment-là et 6 heures, vous allez avoir faim, vous allez sentir la fatigue, ou bien vous sentirez pas bien parce que votre glycémie a monté puis elle a redescendu abruptement.
Les pommes de terre et les bananes, c'est un petit peu la même chose. Le pic est un petit peu plus loin, mais il rebaisse un petit peu plus. Mais quand vous allez dans des légumes verts, ceux-là ici, là, bien, ça fait ça comme ça. La glycémie reste stable presque tout le temps. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Oui, c'est une bonne nouvelle, mais c'est... Allez-y petit à petit. Le secret, c'est d'y aller petit à petit. La maman, ça va aller? La madame, oui, non. Moi, j'ai pas de problème. Mais c'est parce que c'est vous qui faites la cuisine. Oui, c'est moi qui fais la cuisine parce qu'il est parti 6 jours semaine. Ah, ben vous avez la... 4-5 jours. Ah oui. 4-5 jours. Juste une autre petite remarque. Quand vous faites cuire vos légumes, vous les faites toujours cuire dans une marguerite et toujours al dente. Il faut que vous calculiez le temps. Pardon? C'est les faire cuire à la vapeur. C'est les faire cuire à la vapeur, tout simplement. Des fois, il y a juste des chaudrons qu'on peut superposer. Un bain-marie? Non, un bain-marie, c'est pas pareil. Un bain-marie, c'est pour faire une sauce. Mais allez tuver si vous voulez. Puis il faut que ce soit al dente, parce qu'en étant al dente, Étuver à l'eau. Il appelle ça le plus bas température. Étuver à la plus basse température, ça marche. oui, en les cuisant al dente, vous conservez le plus possible de nutriments. Tu avais une question, Florian? Ah bon, OK, c'est correct. Croquant, oui, oui, oui. Une autre suggestion que je pourrais faire, moi, c'est sûr que je suis toute seule. Mon mari est décédé, je pense que vous le savez pas mal tous. Mais quand je me fais à manger, je calcule mes portions. Même parfois, je pèse. Mettons que je veux faire un spaghetti, je vais peser la quantité de spaghetti. Parce que nous autres, les Québécois, on nous a habitués, finis ton assiette. Ah, il en reste. Ah, bien, on ne peut pas perdre ça. Alors, on mange plus que ce qu'on devrait peut-être manger. Hein? Alors, si on calcule, mettons que vous savez que vous êtes 4, calculez, par exemple, vous faites cuire à l'étuvée des légumes. Bien, vous prenez votre chaudron et vous dites, bien, ça, c'est la portion à un tel et un tel. Je sais que celui-là, il va manger ça. Celui-là, une petite portion. Et vous n'avez jamais trop. Habituellement, c'est toujours correct. Parce que trop manger, souvent, c'est un point sensible là, de la plupart des gens là, quand on prend de l'embonpoint. Puis, je sais qu'il y a des familles, c'est sûr que la nourriture, ça coûte cher. Et quand ils voyaient un enfant qui ne mangeait pas tout ce qu'il y avait dans son assiette, il recevait une petite tape derrière la tête, là, puis mange, sinon... n'aura pas. Alors, vous voulez, baisser un peu la glycémie, c'est évident, là, tout ce qui est pain, tout ce qui est la lettre P, les pâtes, le riz blanc, c'est très bon, mais la glycémie, écoutez, c'est encore pire, là, je pense que ça fait ça comme ça, là. C'est le riz blanc, c'est mortel. Éliminer là, pendant plusieurs semaines tout ce qui est P, pommes de terre, pâtes, pain, les pains hot dog, les pains hamburgers. Et vous allez voir que votre glycémie va se stabiliser. Les chips sont pas là-dedans. Pardon? Ça fait partie de... Peux-tu rajouter, parce que moi, je suis bien. Tu me connais, Simone, je ne suis pas d'accord sur t'enlever tous les pains, parce que le pain, il y a des pains qui sont très bons. Le pain intégral, on le garde. Mais pour un diabétique qui parle. Quand quelqu'un a un problème, comme par exemple, mettons, quelqu'un qui a une glycémie qui veut stabiliser absolument parce que... Les fibres sont dans le pain intégral, là. oui, mais tu vas le chercher dans les légumes. OK, mais c'est parce que... Là, c'est une question de santé. D'accord? OK. Toi, tu n'as pas de problème de santé. Le pain intégral, il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux stabiliser ta glycémie, il faut absolument que tu les coupes. Le pain intégral, ils ne font pas de pain hot dog, ils ne font pas de pizza.
Un pain intégral. Ils ne font pas de pain hamburger. Le pain intégral, il y a quand même toujours un petit peu de sucre. C'est le sucre que les diabétiques doivent éviter. Donc, c'est pour ça que couper les pains, parce que moi, je sais, j'ai un problème avec le pain, j'ai un début de diabète. Peu importe le pain que tu manges, il faut que tu regardes, c'est au niveau du sucre. S'il contient même un gramme, 6,5, c'est le sucre pour le diabète. Je peux vous donner une suggestion. Vous ne la trouverez peut-être pas bien bonne parce que vous partez 6 jours semaine. Vous arrêtez chez IGA, ils ont des plats déjà tout préparés de légumes. Oui, il y a ça, par exemple. Vous pouvez devenir, ce que disait Sébastien hier, vous pouvez devenir accro au céleri. Pas sûr? Bon. Calculer ses portions. Antioxydants. C'est ça. OK. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'horloge biologique, de votre horloge biologique. Quand vous vous levez le matin, vous savez que quelqu'un qui vit la nuit, attendez un petit peu, qui vit la nuit et qui dort le jour, il est à l'envers. Et que quand vous voyez le soleil baisser, vous savez que vous devez aller vous coucher. Bien, à l'intérieur de vous, dans l'hypothalamus, je suis en train de manger mes mots. Vous avez une horloge biologique. Et dans chaque cellule de votre corps, dans chaque partie de votre corps, il y a des cellules qui vont recevoir des messages de l'hypothalamus pour vous dire, bien là, c'est le temps de fabriquer de la mélatonine. Là, c'est le temps de fabriquer de la cortisone. Là, c'est le temps de fabriquer telle ou telle chose. Et les médecins, pas les médecins, mais juste les chercheurs, ils se sont rendus compte que cette horloge-là était extrêmement importante, même au niveau des médicaments. Et là, de plus en plus, ils se sont aperçus, mettons, que s'ils donnaient un médicament à telle heure précise, que ça avait un bien meilleur effet que d'être pris à une autre heure dans la journée. Ils le font, entre autres, pour le cancer. Et ça fonctionne, là. Et nous, on sait que, par exemple, et là, je vais vous donner quelques petits exemples. Mettons, ici, vous avez minuit. Entre 1 heure et 3 heures, est-ce qu'il y en a que ça leur arrive entre 1 heure et 3 heures qui se réveillent et qui ne sont pas capables de s'endormir? Problème de foie. Entre 1 heure et 3 heures, c'est le foie qui se nettoie. Mais oui. En fait, c'est la nuit qu'on nettoie dans son corps. Dans le jour, il faut qu'il construise. La nuit, bien, il faut qu'il se nettoie. Il faut lui laisser du repos. Quelqu'un qui a des problèmes... Oui? Ça veut dire que si je me réveille à 1 heure et 3 heures, si je me réveille entre 1 heure et 3 heures tout le temps, ça veut dire que mon foie serait à... Il y a un problème. Il n'est juste pas, il est pas bien. Parce que sinon, l'organe, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps ça, absolu. Mais tu sais, quand tu vois là, 1 heure et 3 heures, puis tu te connais, tu sais que, mettons, que tu n'as peut-être pas mangé comme il faut, que tu ne nettoies pas ton corps régulièrement, que tu sais là, que c'est ton foie, puis que tu... Puis des fois aussi, on a de la génétique aussi, hein? Des fois, si tes parents avaient déjà des problèmes de foie, ça se peut qu'il faut que toi aussi, que tu fasses attention. Mais ça veut dire qu'en d'autres temps, les organes restent silencieux. Ça veut dire si on ne se réveille pas, ça veut dire que l'organe... Chaque organe a son, si tu veux, à son heure de pic. C'est ça. À son heure de pic. Parce que si tous les organes fonctionnaient en même temps, écoute, l'énergie que ça prendrait, ça serait épouvantable. Mais ça donne un indice
personne se réveille, mon cas, c'est moi, là. Mais tu sais, dire que le foie nécessiterait un petit boost. Oui. Tu sais que, exemple, si je me réveille pendant 6 heures et quelque chose, c'est le côlon, fait que c'est normal. Tu sais, il y a des heures, comment dire ça? Oui, Les organes se manifestent entre certaines heures. effectivement. OK. Entre 3 heures et 5 heures, vous remarquerez que des gens qui ont des problèmes de poumons, ça va se manifester plus entre 3 heures et 5 heures du matin. Entre 5 heures et 6 heures, bien, les gens ont besoin d'aller à la toilette. Alors, l'intestin, il sait qu'il doit répondre entre ces heures-là. Entre 7 heures et 9 heures, c'est l'estomac, mais aussi c'est le cœur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais les crises cardiaques vont se remarquer beaucoup plus souvent dans cette tranche d'heure-là, parce que c'est le moment le plus, comment je pourrais dire, le plus critique pour le cœur. Entre 9 h et 11 h, c'est le pancréas. Alors, quelqu'un qui n'a pas de problème de diabète, qui n'a pas de problème d'obésité, qui n'a pas de problème, il sait qu'il peut manger du pain parce que son pancréas, il fonctionne à plein. Ça, c'est l'heure. Et le pancréas, par après, à partir de 11 h, son activité diminue. OK? Si mon pancréas est paresseux, Il faut le nettoyer. il est paresseux, il ne va pas se nettoyer. C'est parce qu'il est trop paresseux. Le chardon-marie, c'est merveilleux pour nettoyer. Le chardon? Le chardon-marie. Le pissenlit. C'est des plantes qu'on trouve dans la nature, mais qu'on peut acheter aussi, là. Oui. Vous savez, le pancréas, il a un conduit qui est commun avec le foie. Et si vous avez un foie qui est déjà embourbé, c'est possible que les enzymes que le pancréas fabrique, parce que le pancréas ne fabrique pas seulement que de l'insuline, il fabrique aussi d'autres enzymes pour venir métaboliser le reste de votre nourriture. Là, ça peut refouler dans le pancréas et vous créer des problèmes. Alors, il faut, quand on veut nettoyer le pancréas, nettoyer le foie en même temps. Les deux, ça va quasiment ensemble. Bon. Là, je vais refaire le tour un petit peu rapidement. À partir de 11 h le soir, vos intestins ne fonctionnent pratiquement plus. Et j'amène ça parce que, vous savez, on devrait déjeuner, je ne sais pas vous, mais mettons, supposons une cédule normale. On déjeune à 7 h, on dîne à midi, puis au Québec, on soupe à 5 h. OK? À peu près ça. Mais en hiver, le soleil, il se couche à quelle heure? 4 heures. À 4h30. Là, à 4h30, ça veut dire que votre horloge biologique a dit à votre système digestif, écoute, là, nous autres, on va aller se coucher. Ben oui, il est 4h30, il fait noir dehors. Votre corps, là, lui, Dieu l'a fabriqué de façon à ce qu'il soit toujours régulier. Et puis, il va fonctionner non seulement sur une base de 24 heures, mais il va fonctionner par rapport aux saisons. Alors, en hiver, votre corps ne peut pas réagir de la même façon qu'en été. Là, voyez-vous, le soleil va se coucher à 9 h. On va souper, le souper va mieux passer, mais en hiver, c'est pas pour rien. Vous savez qu'il y a tant de maladies en hiver qui se déclarent parce que les gens consomment de gros soupers. Et alors que l'estomac, lui, il n'est plus en forme pour digérer. On devrait prendre, surtout en hiver, soit un repas extrêmement léger ou faire le jeûne intermittent. C'est quoi le jeûne intermittent? Ça, on ne mange pas. On On déjeune, on dîne, mais on ne soupe pas. OK. Vous irez voir sur le web, jeûne intermittent. Et moi, c'est ce que je pratique presque souvent, pas tout le temps, comme là, je soupe. Je me permets de souper. Mais habituellement... Déjeuner, dîner, puis souper, non. Non. Moi, je faisais le contraire, c'était plus facile, mais là, maintenant, je fais plus ça, parce que j'avais... Mais déjeuner, dîner, j'avais pas de problème avec ça, c'est le souper que j'avais plus de misère. Ah oui? Puis je faisais le souper, mais je jeûnais les autres. C'est parce que quand vous soupez et que votre système digestif n'est plus en marche, surtout en hiver,
Là, les gens, ils vont se coucher. Là, l'estomac, lui, il ne fonctionne plus, là. Et les intestins non plus, ils sont arrêtés. Ça veut dire que le lendemain matin, quand vous vous levez, là, vous dites à votre corps, hey, là, écoute, tu as de la nourriture là, dans l'estomac encore, tu as de la nourriture dans ton intestin. Là, les gens se réveillent, ils sont fatigués parce qu'il faut qu'ils fassent une job supplémentaire avant d'aller déjeuner. Ils n'ont pas faim. Et c'est là que les gens commencent à être vraiment, comment je pourrais dire, ils accumulent une fatigue, puis ils sont beaucoup moins en forme là, que si on déjeunait. En fait, là, le principe qu'on enseigne, on déjeune comme un roi, on dîne comme un fonctionnaire, puis on soupe comme un quêteux. Un quêteux, souvent, ça n'a pas de nourriture ou ça mange très peu. Puis un roi... Alors, voyez-vous, si le matin, votre pancréas est en super forme, c'est le temps de déjeuner. Là. C'est le temps de manger des hydrates de carbone. C'est le temps de manger du pain, du bon pain. C'est le temps. Pas pour un diabétique s'il veut stabiliser sa glycémie et qui fait pendant 4 ou 5... la galette de sarrasin. Moi, j'aime ça. Sans mélasse. Sans mélasse. Un peu de mélasse. Ça, c'est dur, hein? Un petit peu de sirop d'érable. Bon. Est-ce que vous avez compris ou si vous avez des questions? Mais la mélasse, pourquoi c'est pas bon? C'est Pardon? pas un sucre naturel, la mélasse? La mélasse, parce que si son taux de glycémie est très élevé, c'est sûr que... Non, mais il varie. Là, il est là, quand rendu même. pas petit peu. Il est rendu à 8 le matin, 7, 8 le matin. Ah, c'est bon. C'est bon. Mais Mais si vous faites ce que je dis, là, mettons que vous mangez un petit peu de poulet, vous mangez beaucoup de légumes verts, vous oubliez pendant quelques semaines les carottes, les patates, tout ce qui est cuit, à moins de mettre des carottes crues dans votre salade, puis beaucoup de salade, vous allez voir, votre glycémie va baisser et elle va rester stable. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. merci. Ça fait de la conservation. Moi, j'avais une question. Tu as dit que c'est super intéressant l'hiver. Dans le fond, on devrait cesser de manger à partir de 16 heures, à peu près, quand le soleil se couche, que ça change. Puis après ça, tu dis, bon, jeûne intermittent. Ça veut dire, je vais avoir un exemple comme, dire le déjeuner, ça veut dire quoi? On prendrait à 6 heures, parce que là, si on arrête de manger à 4 heures le soir, c'est long le jeûne jusqu'au lendemain matin. Moi, j'ai faim. C'est parce que tu n'as pas assez de protéines si tu as faim jusqu'au lendemain matin. Moi, je le fais le jeûne. Toi aussi, vous le faites, le jeûne intermittent. Moi, je n'ai jamais ressenti la faim. C'est une habitude, hein? Mais tu vois, C'est moi, plus moi, une je habitude déjeune qu'autre à 9 chose. heures. À 9 h le matin. Je travaille jusqu'à 9 h. Je me lève de bonne heure, je travaille. Puis après ça, là, je me rends compte parce que le pancréas, moi, je mange beaucoup de pain. Des bons pains que je fais, là, de blé entier. Puis je mange des céréales aussi avec ça, du gruau. Puis ben, je me rends compte parce que mon pancréas, c'est le temps d'y en donner, là. À 9 h à 11 h, vous avez dit, hein? Fait que je suis déjà là, moi. C'est d'éviter Après le... ça, Après ça, je dîne soupe à 4 h. OK. Vous évitez le pain, surtout pour, mettons, baisser la glycémie. Vous ne mangez pas de pain le midi puis le soir. Vous oubliez le pain ou les pâtisseries ou les pâtes ou le riz blanc. Tout ce qui est épais, là, puis tout ce qui est raffiné, vous l'oubliez, là. Le soir, Le soir aussi. puis le matin, on peut le manger? Oui. Ben oui, parce que votre pancréas, lui, il est capable de le prendre. Il est capable de... Puis là, je vais vous montrer avec de l'exercice physique, si j'ai le temps, là. Prendre le temps. Admettons, mais maintenant, moi, j'avais eu le médecin qui m'avait dit que j'étais prédiabétique, puis j'ai tout stoppé ça, les pains patates. Mais là, le problème, c'est que je ne mangeais pas le matin. Moi, c'est ça, je mangeais pas. À ça, je prends smoothie, fraises, bananes, on va dire, avec des protéines, du chia dedans, tout ça. Puis je suis comblée, là, à midi, des fois, j'ai même pas faim encore, là, c'est comme... puis je vais manger vers 3 heures, fait que ça m'amène le soir, j'ai pas vraiment faim, là, j'ai comme... Oui, puis vous vous sentez mieux? beaucoup mieux. Il y a une bonne question de Marlin. Il disait qu'est-ce qu'une famille doit faire quand il y a des enfants, Oui, c'est ça. puis que d'autres, il faut qu'ils mangent 3 repas par jour. Quand ils arrivent le soir, qu'est-ce qu'ils font, la famille, pour souper? Moi, j'ai élevé mes enfants sur le jeûne intermittent. Wow! C'est une habitude. Et ils ont 40 ans, ils sont en très bonne santé. Il n'y en a aucun qui est malade. Sur le jeûne. Parce que si vous mangez de la nourriture entière, vous savez, si vous avez goûté le yogourt de millet que j'ai fait ce matin, le millet, c'est une céréale entière. C'était pas bon? C'était bon. C'était C'était très bon. bon. Très, très bon.
Vous avez une céréale entière. Quand vous mangez des céréales entières, là, on va oublier le pain, que le pain a été tellement travaillé, il a été tellement passé par toutes sortes de processus d'hybridation, etc. On n'a plus le bon pain qu'on avait autrefois. Mais si vous allez dans le sarrasin, le millet, l'orge, vous avez des très bonnes céréales. Et quand vous mangez un repas qui est soutenant, qui est complet, en vitamines, en fibres, en minéraux, vous avez tout ce qu'il faut. Je vous le dis, vous verriez mes enfants, puis ils ont toutes leurs dents. Et il y a pas ils n'ont pas de caries. Je veux dire, c'est déjà un bon indice. Puis Puis le griot le matin? oui, oui, c'est très bon, mais oui, le griot, le muesli, le... J'avais goûté du pain au son et raisin, c'est bon. Au son, Comme disait la dame tout à l'heure, là, c'est Manon, il faut toujours regarder les ingrédients. C'est pas parce qu'ils ajoutent du son que le pain est meilleur. Ils ajoutent du son parce qu'ils l'avaient enlevé. Ben oui, parce que tu ne rajouterais pas du son alors qu'il y en a déjà beaucoup. Parce que le son, c'est extrêmement agressif quand même pour l'intestin. Il ne faut pas... Est-ce qu'on devrait boire quand on mange? Non, ça, c'est une mauvaise habitude. Parce que vous diluez vos sucres digestifs. C'est... Moi, je mange à, mettons, 5h30, 6h. Puis, je vais remanger souvent vers 10h le matin. D'accord. Vous faites 2 repas par jour. Oui, des fois, une petite collation dans l'après-midi. Mais c'est une bonne chose que vous me posiez la question parce que ça, c'est un des plus gros problèmes qu'on a au 20e et au 21e siècle, les fameuses collations. Nos ancêtres, ils n'en prenaient pas de collation. Là. Il n'y avait pas ça des barres tendres dans les garde-robes. Il n'y avait pas des yogos dans le frigidaire. Ils n'avaient rien de tout ça. Ce qui arrive, c'est que quand vous mangez, votre estomac, si vous mangez, mettons, un bon gruyot, d'accord? Mettons, ce matin, là, vous avez mangé des rôtis, du gruyot, des fruits. Votre estomac, lui, il est fait, votre digestion est faite pour durer jusqu'à midi. Si vous mangez ne serait-ce qu'un fruit, là, l'estomac, lui, il se dit, « Ah, regardons ça, on vient de recevoir de la nouvelle nourriture. » Il arrête son ouvrage de digestion de ce qui était déjà dans son estomac pour aller s'occuper du fruit. Et là, ce fameux fruit-là, comme sa digestion est plus rapide, souvent, il va fermenter et il va produire des gaz. Et là, les gens ne se sentiront pas bien parce que le fruit, ça se digère en 20 minutes. Tout est déjà dans le système. Mais si vous avez pris un gruyot, des toasts, lui, là, ce repas-là, il n'est pas sorti encore de l'estomac. Puis c'est pas parce qu'on va prendre une barre tendre, on redonne de l'ouvrage à votre estomac. Et c'est ça qui épuise. On s'épuise soi-même à manger. Ah oui, quand on mange trop... Moi, la question pour le jeûne intermittent, parce que Benoît est diabétique, il disait qu'il faut prendre 3 repas par jour, c'est peu en même temps qu'il prend le repas et tout le kit. À ce moment-là, parce que des fois, quand il est au Troxap, il déjeune un bon déjeuner, mais mettons, il va juste des fois skipper le dîner parce qu'il n'a pas la chance par rapport aux endroits. Puis il va manger, mettons, à 5 heures. C'est mieux faire ça que de manger à 9 heures le soir quand il n'y a plus qui arrive. Là. Oui. Juste 2 repas, même s'il prend Oui, parce que vous allez vous coucher et votre estomac est plein. Et puis là, votre estomac, elle a de la misère, il faut qu'elle digère ça. Vous forcez votre système à digérer quelque chose qu'il ne veut pas digérer. Lui, votre estomac, il dit, « Hey, écoute, toi, tu te couches, là? Moi aussi, je vais me coucher. » C'est pas compliqué. En fin de compte, la meilleure temps pour manger, c'est avant 4 heures. Oui. Mettons qu'il prend un repas le matin, puis s'il ne dîne pas ou il dîne, c'est max 4 heures. Peu importe c'est quoi. 4-5 C'est d'organiser vos repas en autant que vous n'empiétez pas sur le repos de votre système digestif. Là, il se repose à partir de quelle heure, lui? Bien, aussitôt qu'il commence, quand vous voyez que la luminosité diminue, là, votre estomac dit, moi aussi, je vais aller me coucher. Et c'est pour ça qu'en hiver, vous remarquerez, les gens prennent de l'embonpoint, ils sont fatigués, ils développent des maladies cardiovasculaires, ils développent toutes sortes de problèmes de santé parce que à partir de 5 heures, ils soupent, ils prennent des collations. Écoutez, à un moment donné, le corps, il a beau vouloir, mais
Fait que C'est- quand le soleil se couche, notre estomac aussi. Il dit bye bye, bonne nuit. Comment vous dites ça, vous? Quand le soleil se couche, notre pancréas il dit aussi bonne nuit. Eh oui. Ça veut-tu dire qu'à 4 heures, il faut avoir fini de manger ou. En hiver, à 4 heures, vous devriez avoir mangé fini. Oui. Fini de manger à 4 heures? Ben, OK. mais Ça c'est veut pour ça dire qu'on 3 dit heures le et jeûne demie. intermittent, parce que c'est difficile. Vous avez déjeuné, vous avez dîné, remanger à 4 heures, le temps entre les deux n'est pas très long, parce qu'on devrait laisser au moins 5 heures entre chaque Ça veut repas. dire que ça fait 2 repas à ce moment-là? Le jeûne intermittent, c'est 2 repas. C'est 2 repas. OK. Pas de collation. Ah, ben. Mais j'avais remarqué que quand je soupais à 5 heures, que j'arrivais au truck stop, mettons à 8 heures, je prenais ma douche, j'allais me coucher, je me réveillais pas à minuit, mais aller fumer une cigarette. Quand je soupe à 9 heures, 8-9 heures, je me réveille à minuit puis je fume une cigarette. Et ça me réveille à. Là, mais je fume ma cigarette et je retourne me coucher. Mais je suis comme. Mon sommeil est coupé. Ouais. Et je suis pas à 100%. Vous allez mieux dormir le ventre vide. Quand je mange à 4 heures, Ben oui. 5 heures, puis je continue, j'arrête à 9 heures, mon sommeil est mieux. Imaginez, là, que je... oui, Florian? Oui, c'est une question par rapport aux fruits. C'est comme ils sont digérés en 20 minutes. Le fait d'en prendre le matin avec le gruau, est-ce qu'il n'y a pas Excuse-moi, il va falloir que je m'approche parce que... Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir justement des ballonnements? Parce que les fruits sont digérés beaucoup plus vite que les céréales, par exemple. Il faut toujours manger ce qui va d'abord être digéré rapidement. Les fruits, 20 minutes. Alors, c'est sûr que si tu mets des fruits par-dessus un gruyot, tes fruits vont fermenter. C'est pour ça qu'il faut toujours faire manger les fruits d'abord, puis le gruyot par après. Un seul repas, si je commence par les fruits et qu'ensuite je mange les céréales, c'est mieux. Donc j'imagine aussi que pour le dîner, si je commence par la salade et ensuite je mange ce qui dure en digestion. Chez moi, c'est toujours ça. Je sers d'abord. Là, j'ai fait un dessin parce que les gens servent ça comme ça dans les restaurants. Mais moi, quand je sers ma famille, c'est d'abord un plat de salade. Il n'y a rien d'autre avec. On mange la salade, c'est la crudité. La crudité se digère très rapidement. Après ça, on sert le plat principal, qui, lui, est beaucoup plus long à digérer. Ça va? Bon. Mais j'ai une question parce que la prise alimentaire, dans l'estomac, là, c'est tout ensemble. Fait que même si je le rajoute 5 minutes plus tard, c'est pas quand même un mélange qui se fait? Ou il faudrait attendre entre les deux? C'est pas un blender, l'estomac. C'est pas un blender. Ça va malaxer, mais c'est pas un blender. Il reste que ça va toujours être dans le haut. OK. Et il faut respecter ça. Il faut commencer par le cru. Dans l'estomac, il y a de l'acide folique, ça fait. De l'acide hydraulique. L'acide hydraulique. L'acide C'est chlorhydrique. chlorhydrique. En tout cas, l'acide. Oui. Mais ça fait mélanger tout ça, non? En fait, c'est pas cet acide-là qui mélange les aliments. Lui, il fait juste s'imbiber. C'est l'estomac, ce sont les muscles de l'estomac qui viennent presser le bol alimentaire, là. Je pense qu'on va venir prendre un mois de vacances chez vous. C'est bien beau. J'ai 3 chambres. Venez vous promener chez moi, j'ai 3 chambres. Est-ce que ça va? D'abord, le smoothie que je mange le matin, c'est pas correct parce que mes fruits sont mélangés avec mon lait de soya. Puis, Là, il est mélangé. Il est dans le blender. Mais ça, j'ai déjà fait. Il est dans le blender. Non, à moins que vous ayez des problèmes, mais là, on fait avec ce qu'on peut, là, parce que on est rendu dans une société où les gens, les gens ont besoin de manger beaucoup d'antioxydants. Et d'ailleurs, c'est pour ça là, que je recommande ce que j'ai donné, parce que pour soigner une maladie, ça prend des antioxydants. Les antioxydants, de la vitamine C, et ça vous prend au minimum, mettons là, que vous voulez travailler une maladie, là, mettons le cancer, ou mettons même le diabète,
70 de crudité. 70 C'est beaucoup, mais écoutez, on a les résultats qui vont avec. Tous les paramètres baissent. C'est assez... Antioxydants, c'est des légumes ou des fruits frais? Ils veulent me faire parler dans un micro. Ah, ben là, par Ils exemple. veulent... Ah, là. Parce qu'elle avait été induite, c'est grave. Ça va être mieux. Légumes et fruits frais antioxydants. Pardon? Légumes et fruits frais antioxydants. Oui. Ça contient toutes les... C'est parce que tout ce qui est frais, là, ça contient toutes les vitamines. Surtout quand ça vient de notre jardin, là. Écoutez, manger une belle tomate, là, on commence à avoir des tomates de jardin, là. C'est le bonheur, là. C'est vraiment bon. C'est le bonheur. Alors, privez-vous pas de ces merveilleux légumes, de ces merveilleux fruits que l'on a dans nos jardins. Ça va pour ça? Bon. Elle m'a promené avec mon micro. OK. J'ai pas dit que c'était pas bon. J'ai dit que c'était trop sucré. Pour un diabétique. J'en ai emmené un de Floride. En fait, ben, ça, je vais le montrer un petit peu dans la suite, c'est que quand on veut stabiliser une maladie, c'est qu'il faut faire de l'exercice physique. Parce que dans l'exercice physique, en fait, là, je vais vous expliquer un petit quelque chose. Simone, si tu as besoin d'une cobaye, je suis prête. Ça, mettons que c'est une cellule, OK? Vous avez son noyau. À l'intérieur, ce qui vous donne votre énergie, là, moi, quand je lève mon bras, c'est que j'ai de l'énergie pour faire ça. Alors, ce qui produit l'énergie, c'est ce qu'on appelle des petites mitochondries à l'intérieur. Ça, c'est votre ADN, le noyau. Mais vous avez ce qu'on appelle des petites mitochondries. Plus une personne est passive, plus une personne fait rien, moins elle a de mitochondries dans son système. Donc, ça veut dire qu'elle a besoin très peu de glucose. Et aussitôt que vous vous mettez à faire de l'exercice physique, qu'est-ce qui se passe? La quantité de mitochondries se met à augmenter. Et donc, votre corps va utiliser beaucoup plus de glucose. Ça va débloquer l'insuline et vous allez arrêter de faire de la résistance à l'insuline. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est diabétique, ça aussi c'est une mauvaise nouvelle, quand la personne se met à faire de l'exercice physique, tous les paramètres se mettent à baisser. Écoutez, c'est vraiment spectaculaire, là, l'exercice physique. C'est une bonne nouvelle. Mais oui, c'est une bonne nouvelle dans un sens, oui. Alors, avant de passer à vous expliquer l'exercice physique, qu'est-ce qui me reste? Il y a encore une... New Start. Il y a un groupe en Californie, et ils ont démarré un centre de santé, c'était des médecins, entre autres. Et puis, ils ont cherché un moyen de faire comprendre aux gens comment ils pourraient repartir leur vie. Alors, il y a quelqu'un qui a inventé le terme, mais je sais que Sébastien ne l'aime pas. Ça s'appelle New Start, nouveau départ. Dans ces lettres-là, vous avez les 8 lois de santé. Et vous savez, quand on les nomme, bien, les gens disent, bon, c'est évident, mais c'est quand on les explique vraiment que là, on comprend à quel point ces 8 lois de santé sont essentielles pour la vie. Alors, N, c'est nutrition, c'est en anglais. Alors, c'est la nutrition. E, c'est l'exercice. Water, c'est l'eau. Sun, c'est le soleil. T, c'est la tempérance. R, c'est le repos ou le sommeil. A, pour l'air pur. Et T, c'est la confiance qu'on peut mettre dans les lois de santé que Dieu nous a données.
c'est de prier pour demander à Dieu de nous aider dans cette réforme que l'on veut faire dans nos vies, spécialement au niveau de la santé. Parce que vous savez, ce que je disais hier, on n'est pas capable, en arrivant à l'épicerie, et puis de dire, je rentre, puis moi, je suis capable là, de gérer mon épicerie. C'est impossible. Il y a tellement de tentations. Alors, il faut vraiment prier Dieu, puis dire, Seigneur, aide-moi à aller faire mon épicerie. Je ne veux pas acheter des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Je pense que c'est important. Vous dites que c'est la foi ou la confiance en Dieu. Oui, c'est de mettre notre confiance en Dieu. Alors, la nutrition, on en a parlé un petit peu, l'exercice physique, là, je vais en parler. De l'eau. Vous savez, de l'eau chlorée ou de l'eau avec du chlore et du fluor, ce n'est pas la meilleure des eaux. On s'entend que c'est... surtout le chlore, bien, ça vient tout détruire votre flore intestinale. Et des gens qui ont des problèmes déjà dans leur vie avec des infections, bien, quand ils boivent de l'eau avec du chlore, ça vient... Mais si tu mets l'eau avec un brita à température pile, ça s'évapore le chlore. Oui, il faut laisser évaporer le chlore si on veut, mais ce n'est pas l'idéal. Donc, quand on peut avoir de l'eau de source, là. Le soleil. Profitez du soleil en été. Remplissez vos réserves de soleil pour qu'en hiver, vous puissiez perdurer sans avoir trop de soleil. Juste s'exposer un petit peu, là, 20 minutes par jour, vous allez chercher le maximum de soleil dont vous avez besoin de vitamine D. La tempérance, bien, j'en ai parlé un petit peu, c'est de calculer vos portions. Ça, c'est tellement important. Calculez vos portions pour ne pas trop manger. Le repos. Alors, le repos, c'est autant avoir un bon sommeil, tout comme prendre du temps. Vous savez, demain, on va avoir le sabbat. C'est pas pour rien que Dieu a donné une journée, qu'il a mis une journée à part. Non seulement c'est pour adorer Dieu, mais aussi c'est pour se reposer. Il y a des gens qui travaillent 7 jours semaine. Ils arrivent au bout de 10 ans et ils disent « Je suis épuisé ». C'est vrai, hein? Ils disent aux gens « Moi, j'ai travaillé toute ma vie, je n'ai rien fait d'autre. » Mais Dieu nous dit « Non, non, regarde, je te donne une journée par semaine, prends-la. Prends cette journée-là. » Et l'air pur. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en parler un petit peu. L'air pur, alors ici, on est dans un environnement où il y a des ions négatifs qui sont extrêmement bénéfiques pour la santé. Je vais vous raconter une petite histoire sur ça. C'est dans les années 1800, c'est un jeune médecin qui va voir un de ses amis médecins et puis il lui dit « Écoute, je me sens pas bien. » Il commence à faire, son ami commence à lui faire un examen puis il dit « Tu as la tuberculose, est très avancée, écoute, tu vas mourir. » Et puis il dit, écoute, parce que dans cette époque-là, la tuberculose, ça ne se traitait pas. On en décédait. Et il lui dit, fais ce que tu veux, là, de toute façon, tu vas mourir, fais ce qui te plaît. Et le jeune homme, parce que c'était un jeune homme, il était dans la vingtaine, il dit, moi, ce que j'aime le plus, là, c'est de me retrouver en plein bois, tout seul. Je vais avoir la paix, je vais mourir en paix. Il s'en va dans le bois, dans sa petite cabane. À tous les jours, il sortait, il se promenait. Mais il restait toujours autour de sa petite cabane. Il ne retournait pas en vide. Le temps passe, puis il dit, coudonc, j'attends la mort, puis elle ne vient pas. Il continue, puis à un moment donné, il dit, coudonc, je devrais être mort, puis je ne le suis pas. Alors, il est retourné voir son ami, et son ami, il a fait un examen, puis il dit, je ne comprends pas. Il dit, tu n'as plus de tuberculose. Dans la forêt, dans les sapinages, il y a de la térébenthine. Et c'est un désinfectant des poumons. Et en plus de ça, vous avez les ions négatifs qui sont extrêmement bénéfiques. C'est pas pour rien là, que vous avez une caravane. La plupart, je ne sais pas qu'il y a des caravanes, là, mais vous cherchez des terrains où on peut retrouver un emplacement semblable, là, de retrouver de l'air pur et tout ça. Alors, quand on a un problème de santé, la campagne, l'air pur, le bord de la mer, c'est merveilleux. Hein?
moi, je vais vous donner, je vais vous dire qu'est-ce que je fais dans une journée, parce que il faut que vous compreniez que il faut avoir quand même un... C'est un petit torchon un peu sale, là. Je pense que je ne suis même pas capable de c'est 30, hein, là, je ne serais pas capable d'écrire. Il faut que... ben, c'est pas grave, Sébastien, laisse faire. Et il faut comprendre que il faut se faire une cédule de vie. Quand on était jeune, aujourd'hui, on trouve ça un peu ridicule, on passait, quand ça arrivait le samedi, bien, avant que j'observe le sabbat, on se levait à 10h, 11h. Et on pensait que parce qu'on se levait à des heures comme ça, qu'on utilisait vraiment la vie à son maximum. Mais ce sont des heures perdues. L'idéal, bien, là, ça va bien en été, se lever à 5 heures. Alors, moi, je vais vous dire qu'est-ce que je fais comme routine. Ça ne veut pas dire que vous devez faire le même type de routine, mais il faut que vous preniez conscience qu'il faut que vous ayez une routine. Et c'est la routine qui donne de la stabilité et c'est la routine qui va vous donner aussi la santé. Alors, moi, je me lève à 5 heures. Je fais 20 minutes de body worker de type Tabata. Après ça, je vais prendre une douche d'eau froide. Là, je suis en pleine forme. Là, je fais mon culte. Parce que je vais être en forme pour le culte. Et là, je suis vraiment en forme. Après ça, bien là, je déjeune. Je fais ma journée. Et souvent, écoutez, moi, j'étais paresseuse avant, là, paresseuse pour faire des exercices physiques. Là, puis je pense qu'on est pas mal tous pareils. Hein? Et qui ça intéresse de faire de l'exercice? Moi, je fais du vélo, c'est plaisant. Parce que ça fait du bien. Bien, moi, depuis que je fais du body worker de type Tabata, j'aime tellement ça que je me lève, là, ça fait 4 mois là, que je me lève régulièrement. Là, ça me manquerait si je ne le faisais pas. Qu'est-ce que c'est le type Tabata? Je vais vous l'expliquer. C'est pour ça que je vous le donne, parce que je sais que vous allez me poser la question. Alors, là, moi, j'ai une cédule en hiver, puis j'ai une cédule en été. Parce que c'est sûr qu'en hiver, la luminosité n'est pas la même. Oui, mais le printemps et l'automne, vous faites quoi? On fait l'intermédiaire. Ben, moi, je suis à ma retraite. C'est plus facile de faire quelque chose qu'une personne qui travaille. Moi, je peux me lever à 5 heures du matin. Moi, j'ai même une amie, elle se lève à 3 heures. Elle se couche à 9 heures, puis elle se lève à 3 heures. Je ne sais pas comment elle fait, là. Je trouve que déjà 5 heures, c'est beau. Mais 3 heures, là, on a toutes nos cédules, là, c'est de s'organiser pour que, avec ce que vous avez à faire, mais c'est sûr qu'en hiver, tu ne peux pas te lever. À quelle heure le soleil se lève en hiver? 8 heures? Ça lève tard, puis le soleil se couche de bonne heure. Ça fait que vous ne pouvez pas vous coucher à 4 heures pour vous relever à 8 heures le lendemain matin. Ça ferait beaucoup trop long. Mais ce que je vous disais, par exemple, pour le souper, au lieu de souper, bien, on fait le jeûne intermittent. Puis là, on peut avoir des activités le soir. Parce qu'il ne faut quand même pas passer pour des ermites. Ah. Pardon? Est-ce que c'est vrai que les heures avant minuit valent plus que les heures avant Oui. minuit? Oui. Oui. On devrait... Oui, parce que dans le sommeil, vous avez plusieurs cycles. Et habituellement, là, entre minuit et 2 heures, ou entre 1 heure et 3 heures, là, dans cette période-là, vous avez ce qu'on appelle le sommeil profond. Et lui, vous ne l'auriez pas avant 10 à 12 heures, mais il faut que vous vous couchiez pour aller passer dans les premiers cycles pour arriver au sommeil profond. OK. Fait que c'est mieux de se coucher plus de bonne heure? Bien, 10 heures, je pense que c'est une belle heure, à moins que vous vouliez vous coucher à 9 heures. Là, on ne peut pas donner d'heure pour personne, là, mais... Moi, quand je travaille, c'est 9h, 9h30, couché. Je me lève à 5h le lendemain matin.
Oui. Une bonne routine. 4h15. Attends un petit peu. Est-ce que c'est vrai qu'on a besoin de moins de sommeil quand on vieillit? Moi, j'ai déjà entendu ça. Vous vous êtes dit, elle a les cheveux gris, elle doit savoir quoi dire. Non, mais vous êtes calé dans toute votre expérience, parce que moi, je ne le sais pas, mais j'ai posé la question. Parce que quelqu'un m'a déjà dit ça, puis je veux savoir si c'est vrai. On entend ça. C'est parce qu'une personne qui vieillit et qui n'est pas en forme a besoin de sommeil. Moi, je dis à des gens, là, moi, en hiver, là, quand il y a une tempête de neige, j'ai 5 toits à nettoyer. Je monte sur les toits, je les nettoie. J'ai 74 ans. J'ai des jardins, je passe le tracteur tondeuse en été, la tondeuse à bras, la déchiqueteuse. J'ai un immense terrain. J'ai 74 ans. Je ne prends pas de médicaments, je n'ai pas d'arthrose, je n'ai pas d'arthrite, je n'ai pas d'hypertension, je n'ai aucune maladie. Mais ça, je le dois, je le dois à Genèse chapitre 1, verset 29. Parce qu'on est devenu végétalien. On est devenu végétalien, mon mari et moi, là, du jour au lendemain. On a fait confiance à Dieu. Et puis, le seul moment où, je pense que je l'ai dit à quelques-uns, quand je reçois de la famille, je ne fais pas de viande, mais par contre, je peux utiliser des œufs, faire une quiche, parce qu'il faut quand même, faut que je pense que les autres ne partagent pas nécessairement ma façon de voir les choses. Alors, je compense, là. Mais sinon, puis faire de l'exercice physique. Ça veut dire que vous êtes active? Extrêmement Vous active. avez besoin de sommeil, de repos. Donc, vous pouvez dormir autant qu'une personne qui est plus jeune. En fait, oui. En fait, vous allez voir, là, si vous faites le programme de Tabata que je vais vous expliquer, vous allez dormir. Quelqu'un qui fait de l'insomnie à 9 heures, là, va vouloir aller se coucher. Mais pour ça, ma question, c'était, est-ce que c'est vrai que c'est moins de sommeil ou ben non? Parce que normalement, le sommeil, c'est 8 heures, admettons, 7-8 heures. À 40 ans, les gens commencent déjà à avoir des calcifications et ils perdent, à 50 ans, ils perdent 40 de leur capacité pulmonaire. À 80, ils ont perdu 60 de leur capacité pulmonaire. Ça veut dire qu'ils ont moins d'oxygène. S'ils ont moins d'oxygène, ils sont bien plus fatigués. Donc, le lit. C'est pas rare que vous allez... Ça, c'est pas une régularité, là, c'est juste quelqu'un normal. Là. Mais mettons, quelqu'un comme vous, vous avez combien de besoin de sommeil pour dormir en étant en bonne santé? Écoutez, moi, c'est rare que je me couche avant 10 heures. Je me réveille à 5 heures. Mais il y a des personnes de mon âge qui ont besoin de dormir. Mais souvent aussi, ça peut être parce que l'estomac est plus lent à digérer. Ils ont de la difficulté à digérer. Ils ont tout ça dans l'estomac et c'est ça qui les fait dormir. D'ailleurs, vous avez dû expérimenter ça. Vous allez dans une conférence, puis là, à un moment donné, là, vous somnolez. Puis là, vous vous dites, mais pourquoi? Mais c'est parce que tu viens de manger. Là, tu es allé t'asseoir pour écouter un sermon ou écouter quelque chose. Puis là, ton estomac, lui, il dit, moi, je suis en pleine activité, là. Laisse faire le cerveau, là. Moi, je suis en pleine activité. C'est vrai. Après un repas, on devrait aller prendre une marche pour laisser un laps de temps pour notre estomac pour qu'il se remette. On ne peut pas... Parce que le cerveau demande 20 de notre glucose que l'on consomme. Mais là, le glucose, lui, là, il est occupé à digérer. C'est pour ça que je vous dis, on a une horloge biologique, un temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il faut laisser du temps à notre estomac, puis... J'espère que je ne vous mélange pas plus, là, mais... Bon. Avant de commencer, si les personnes âgées vieillissent, si les personnes âgées ont tendance à dormir plus, ils ont tendance aussi à rétrécir. Là, je vais vous donner quelques petits conseils. Moi, je suis orthothérapeute et une de mes fonctions, c'était de redresser les personnes qui sont un petit peu croches. Alors, si vous voulez rester jeune longtemps, c'est de faire travailler votre colonne vertébrale. Et là, je vais mettre mon micro de côté.
je vais montrer quelques petits exercices. C'est tout simplement que la colonne vertébrale, il faut la faire pencher de tous les côtés autant que possible. Vous écartez vos jambes et vous penchez du côté. Si vous voulez vous lever puis le faire, vous allez vous rendre compte que c'est assez difficile si on n'a pas l'habitude de le faire. Et vous penchez de ce côté-là, et vous penchez, vous penchez, vous penchez. Le plus que vous pouvez sans aller pour tomber. Là, vous allez dans l'autre sens, comme ça. Et finalement, vous allez par en arrière. Chez moi, j'ai ce qu'on appelle un espalier. Un espalier, ce sont des barreaux et je m'étire. Je me suspends et là, votre colonne vertébrale, elle vient toute comment je pourrais dire, s'allonger et les disques qui sont entre chaque vertèbre, elles reprennent de l'espace. Et ça détasse, ça vous fait, vous perdez moins de... Oui, et ça, là, c'est la santé, parce que souvent, il y a des gens qui disent « Ah, je sens des fourmillements dans mes membres. » Bien, souvent, ça peut être un nerf qui est bloqué, et c'est bloqué tout le temps au niveau de la colonne vertébrale. Et vous pouvez faire aussi le mouvement pour permettre à la colonne vertébrale de complètement se recourber. Et l'autre exercice que je vais vous donner, vous savez, le cerveau, c'est ce que Sébastien a parlé ce matin, le cerveau, c'est la partie du corps qui est la plus importante. Vous prenez votre tête et vous la tournez à gauche, à droite, et là, vous allez entendre craquer. Ça se peut-tu? Ça veut dire qu'il ne travaille pas souvent. Là, vous allez l'envoyer, vous allez le faire une rotation. Et là, ça craque quelque chose de rare. Ça, vous devriez faire ça à tous les matins pour permettre au sang de remonter au niveau du visage. Et vous remarquerez que, moi, je le vois, puis probablement que je suis comme ça aussi, là, il y a une différence de couleur entre le visage et la clavicule. Le cou est blanc, le reste est rouge, et le reste est un peu plus foncé. Avez-vous déjà remarqué ça? Hein? Les dames qui essaient de se maquiller, le visage est rouge, le cou est d'une autre couleur. Non, mais c'est vrai. Alors ça, c'est parce que le sang ne circule pas bien. Alors, il faut le faire circuler. Vous pouvez masser votre cou aussi pour permettre à votre tête d'être très bien irriguée. Moi, à mon institut, je donne encore des massages de la tête. Et les gens, écoutez, c'est tout juste s'ils ne dorment pas sur la table. Parce que c'est le système nerveux et on vient complètement le détendre. Et les gens sortent, ils sont comme transformés. Mais quand on est seul, on fait quoi, là? Bien, tu t'étires, tu roules, puis plus vous allez le faire, moins vous allez entendre ces petits craquements-là que l'on entend, là. Vous allez les entendre de moins en moins. Ça va, je vous ai fait faire de l'exercice physique? Une autre chose que j'ai appris à faire dans le lit, je faisais comme une position fœtus, puis avec mes jambes, comme ça, pour retirer ma colonne. Je fais ça, moi. Si vous... Énormément. Oui, c'est vrai. Si jamais vous allez dans un gymnase, il y a ce qu'on appelle des inverseurs. Est-ce que vous connaissez ça? Non. C'est une table sur laquelle on se couche puis on s'inverse. Alors ça étire complètement la colonne vertébrale parce qu'entre chaque vertèbre, vous avez des petits coussins. Et avec les années, la pression, la charge, ça fait écraser ces petits coussins-là. Et ça écrase aussi en même temps les nerfs. Alors là, mal dans ma jambe, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est le poids, souvent. Alors, en décompressant, automatiquement, on relaisse de la place et le sommeil, il fait beaucoup aussi. Et ça vous prend un matelas, un très bon matelas de qualité. Ça, c'est... Vous savez, on passe un tiers de notre vie dans le lit, hein? Un tiers de notre vie. Alors, c'est important d'avoir un matelas de très grande qualité. Vous pouvez vous asseoir. Alors, l'exercice physique... Comme des chats, ça, c'est
Ça s'étire, oui. Ça s'étire. Oui, ça va faire du bien. Mais oui. Un petit peu. Non, je vous le donne, le Tabata. Je peux trouver ma feuille, là. Voyons. Voyons, excusez. Nous start. Pardon? On va terminer avec le Tabata? Oui. OK. Alors, le Tabata, le Tabata, c'est un exercice à haute intensité. Ça s'appelle Tabata. C'est un Japonais. Je ne me souviens plus de son prénom. Un prénom Amish Tabata. C'est un Japonais qui entraînait l'équipe olympique japonaise dans le patinage de vitesse aux Jeux olympiques de 90. Et il voulait que je ne sais pas si c'était les femmes ou les hommes qui faisaient des performances extraordinaires. Et il a mis au point le système Tabata. Le système Tabata, c'est tout simplement 20 secondes d'exercice intensif et 10 secondes de repos, 8 fois. Mais moi, je le fais 30, moi, je suis le programme, là, et je le fais 30 minutes. 20 secondes, ça vous, en arrêtant le 10 secondes, vous poussez votre corps à fabriquer... je ne peux pas expliquer vraiment comment est-ce que... Ça force l'oxygène à rentrer davantage dans votre système. C'est... regardez, je vais vous montrer ce que c'est. Là, moi, j'ai des poids de 10 livres à la maison. Et je les prends dans mes bras. Et mettons que je fais le mouvement du ski. Alors, moi, je suis à la télévision, là. J'ai vous, à la maison, si vous avez une horloge avec les secondes, et là, avec les 10 livres, mettons, vous faites ça pendant 20 secondes, et vous arrêtez 10 secondes. Là, vous avez des 10 livres dans chaque main, là. Au bout de 30 minutes, là, vous transpirez. Et vous avez même presque mal au cœur tellement ça a forcé votre système. Mais les résultats de ces exercices-là, écoutez, c'est... C'est juste cet exercice-là que vous faites? Non. Je donne celui-là. Ça peut être, mettons, tu soulèves, tu redescends, tu soulèves, tu redescends. Puis, avec des poids. Ça peut être un 10 livres ou d'un 15 livres avec tes mains, dans tes mains. Tu peux les faire comme ça. Tu descends, tu fais ça, tu remontes. Il faut absolument forcer le corps à travailler très dur. Est-ce que ces exercices, on peut les faire simplement avec le poids du corps, par exemple des pompes, des tractions Mais c'est moins bon avec les poids. Je veux dire qu'avec les poids, là, ça te nettoie un corps. Ça te nettoie un organisme. Là, je vais vous donner les... 10 livres de non, mais c'est-tu 10 livres? 10 livres chaque? Oui, 10 livres. Ça fait 20 livres, 10 livres dans chaque. C'est bon, parce que le faire avec 2 livres, je le fais... Je voulais les apporter pour vous les montrer, mais non, effectivement... ben oui, je suis bonne. Oui, c'est bon. Moi, je le fais avec des 2 livres, puis je trouve ça dur. Ah oui? Oui. Ah oui? Le poids peut varier selon la personne. Si c'est un homme qui est plus capable, il est capable de prendre des poids plus élevés aussi. Ça dépend de la personne, j'imagine. Bien, moi, j'ai pris les 10 livres, puis c'est sûr... Vous avez développé avec 10 livres. Vous avez développé votre capacité. Mais écoutez,
à faire le travail que je fais sur ma propriété, c'est sûr que moi, là, de la force, je l'ai. Là, quand il faut pelleter 5 toits l'hiver, là, je ne peux pas me permettre de ne pas avoir de force. Tu n'as pas de temps à perdre avec 2 livres. Non, j'ai pas de temps à perdre avec 2 livres. Même, ils vont entre 10 livres et 15 livres, mais moi, le 15 livres, je ne l'ai pas. Mais je pourrais prendre le 15 livres. C'est encore plus performant parce que votre corps, lui, il va pousser encore plus. Et c'est là qui est un des avantages, c'est que vous augmentez le nombre, en faisant ces exercices-là, vous augmentez le nombre de mitochondries dans vos cellules. Ça veut dire que là, vous allez utiliser le glucose qui est en trop dans votre système. Là, votre corps là, va être capable d'aller l'utiliser. On n'a plus besoin de la nourriture en tant que telle, parce que là, vous forcez, vous allez le brûler, ce glucose-là. Dans le village, il y a une madame qui a 80 ans. C'est ça qu'elle donne comme exercice. Je suis allée la voir en partie parce qu'année prochaine, je vais avoir du temps, elle en parle avec elle. Puis c'est avec des poids, puis je me disais, bon, attends, c'est toutes des personnes qui ont 70, pendant même, qui sont toutes là-dedans. Qui sont toutes vieilles comme moi. Comme ça. Moi, je suis pas capable de faire ça. Alors, si vous voulez aller sur le web, moi, j'ai... Madame? Oui? Est-ce qu'on peut courir 20 secondes puis marcher 10 secondes? Vous pouvez le faire, mais je vous le dis, avec les poids, on va chercher pas mal plus. On va chercher pas mal plus. Alors, c'est parce que les poids, là, vos bras, ils vont aller travailler beaucoup plus. Puis là, moi, là, je vous ai montré, c'est le skieur, là, hein, d'accord? Alors, j'ai mes poids dans mes mains et je fais ça comme ça. Ça veut dire que les jambes travaillent, les genoux travaillent, les hanches. Écoutez, avec un programme comme ça, là, moi, quand j'ai commencé, là, à un moment donné, je me suis dit, « Hey, je sens mes hanches. » C'est une chose que l'on ne ressent pas. On peut avoir mal aux genoux, on peut avoir mal dans le bas du dos, mais nos hanches, c'est rare qu'on les ressent. Puis là, j'ai dit, « Wow! » Je ressens mes hanches, je suis capable de ressentir mon corps. C'est vraiment spécial, ça, l'exercice physique. Alors, moi, je suis un petit peu comme Sébastien. Ça fait des années que je n'écoute pas la télévision, mais j'ai gardé mon appareil. Il est dans mon sous-sol et j'ai mon laptop et je branche mon laptop sur la télévision. Et à ce moment-là, je peux suivre beaucoup plus facilement les mouvements que juste sur un petit cellulaire. De toute façon, tu n'as pas dit qu'on se débarrassait de ça? Non? Non? Bon. Alors, moi, je vais vous donner le nom de la personne que je suis. Cette valeur, on pourrait peut-être le chercher sur ton cellulaire puis le montrer. C'est vraiment... C'est une Américaine. Les exercices se disent en anglais, malheureusement. Là, je sais, Nathalie, que tu aimes moins ça. Là. Il faut que vous preniez, moi, entre autres, c'est le 55 minutes, 800 calories. Et il vous faut absolument le mot Tabata. Bon, il n'y a pas juste elle qui fait le Tabata, il y en a plusieurs autres, mais moi, je trouve que c'est une des meilleures. Elle vraiment, elle connaît son métier, elle nous fait travailler, elle n'arrête pas. Elle fait vraiment, elle est très chronométrée. C'est 20 secondes d'exercice, on arrête 10 secondes et elle le fait 8 fois de fil. Au bout de 8 fois, là, on arrête à peu près 45 secondes et on recommence. Et on fait, bien, moi, je fais le 30 minutes, mais je pourrais faire les 55 minutes. Ça, c'est dans mon prochain objectif, faire le 55 minutes. Mais on a un ingrédient important avec ça. La discipline, madame. Oui. Avoir la discipline. Mais vous allez aimer ça. Vous allez voir, vous allez aimer ça. Le Tabata, là... ça augmente énormément la capacité pulmonaire. Donc, ça augmente la capacité de votre corps. Ça augmente la capacité du cœur. Et ça, c'est extrêmement important parce que plus on vieillit, moins on a d'endurance. Alors, vous augmentez la capacité du cœur, vous augmentez votre endurance et votre puissance. On continue. Ça, c'est un des avantages du programme Tabata, c'est qu'une fois que vous avez fini l'exercice,
vous continuez à brûler vos calories. Et ça, c'est le seul exercice, le Tabata, qui fait ça. Vous améliorez votre respiration. Alors, il y a des études qui sont faites, puis ce que je vous disais tout à l'heure, à 50 ans, les gens perdent 40 ont déjà perdu 40 de leur capacité respiratoire. À 80, ils ont perdu 60 de leur capacité respiratoire. Alors, vous savez, quand on fait ces exercices-là, alors là, il y a un principe que je ne vous l'expliquerai pas tout de suite dans toute sa phase, là, mais on doit inspirer et expirer par le nez. Parce qu'il y en a qui suivent des cours de yoga et qui disent « Ah, il faut inspirer par le nez et expirer par la bouche. » Mais quand on fait ça, c'est qu'on déséquilibre notre respiration. Donc, quand on fait des exercices, vous inspirez, gardez la bouche fermée. Mais moi, pendant ce temps-là, je fais des exercices du visage. Vous faites des petits mouvements. Pour avoir l'air moins vieux. Oui. Au début là, de votre message, c'est marqué H. C'est quoi H? Ah, c'est HIIT, c'est High Intensité. C'est quoi déjà, Sébastien, t'en souviens-tu? HIIT, c'est parti de ce protocole-là, mais lui, il l'a perfectionné parce que le HIIT, au début, c'est comme juste faire de la course intensive, tandis que le Tabata, lui, il met des pauses. Il met 10 secondes de pause. Pardon? C'est bon, mais le Tabata est supérieur. On pourrait l'enlever, mais le HIIT, on pourrait l'enlever, là, puis aller tout simplement chercher Tabata. Mais moi, Juliette Wanton, je l'aime beaucoup. Si vous trouvez que c'est trop pour vous, je vais vous donner un autre... commencez plus doucement, c'est le walking exercise. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est de faire 2000 sur place. 2000 sur place en 30 minutes, je trouve que c'est pas pire. Alors, on nous fait faire toutes sortes d'exercices sur place pendant 30 minutes. Et vous avez juste à aller, si vous me donnez votre email, je peux vous donner les sites où moi je vais chercher mes YouTube, là. Mais c'est le walking exercise, c'est vraiment plus grand place pour... va falloir acheter un tableau plus grand. L'année prochaine. Si vous venez l'année prochaine, on va vous acheter un gros tableau. Ouais, le walking exercise, c'est vraiment merveilleux. Alors, pour terminer, là, dans le Tabata, je ne sais plus où est-ce qu'est mon micro. Dans le Tabata, si pratiqué 5 jours par semaine, améliore la capacité respiratoire de 28 %. C'est quand même beaucoup. Ça veut dire que vous absorbez beaucoup plus d'oxygène, vous brûlez vos déchets, vous utilisez beaucoup mieux votre glucose, que je vous disais. Écoutez, faire de l'exercice, là, il y a juste des avantages. Il y a juste des avantages. Contrairement à le HIIT, quand on fait du HIIT seulement, là, la quantité d'énergie fournie pour utiliser l'oxygène est à peu près de 10 %. Quand on fait le Tabata, il est à 30 %. Donc, moi, je n'hésite pas, c'est le Tabata. Mais meilleure utilisation du glucose, vous pouvez, c'est ça. Le monsieur Tabata qui a mis au point cette technique-là, il disait, si vous ne vous sentez pas un peu nauséateux à la fin, là, c'est parce que vous n'avez pas fait les exercices comme il faut. Recommencez. Alors, moi, tout de suite après ça, je prends une douche d'eau froide. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, la douche d'eau froide, là, mais écoutez, vous pourrez, avec une douche d'eau froide, là, prenez tous vos suppléments alimentaires puis mettez ça dans la poubelle. La douche d'eau froide, là, ça remplace ça. C'est un pep-up, c'est incroyable. On booste notre énergie, là. Ça ne se peut pas. Le bien-être que vous ressentez. Je commence à l'eau froide. Mais regardez, on va faire un compromis. Commencez un petit peu à l'eau chaude,
puis allez-y à l'eau froide. Là, je vais vous donner, par exemple, en parlant d'hydrothérapie, un petit traitement, mettons que si vous avez la maladie. Parce que là, l'eau froide, c'est pour vous donner de l'énergie. OK? Mais si vous êtes malade, si vos enfants ont la grippe ou tendance à avoir la grippe, vous les envoyez sous l'eau chaude, 3 minutes, de l'eau chaude, la plus chaude que vous pouvez. Et vous envoyez 30 secondes à l'eau la plus froide, vous faites ça 5 fois. Il n'y a pas de contre-indication pour le nombre de fois que vous le faites dans la journée, puis vous allez voir que la grippe, là, avec un petit peu de jus d'ail, là. Moi, je dis à tous mes clients, vous savez, pendant la COVID, là, les gens disaient, qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir contre la COVID? Mange de l'ail. Mange de l'ail. Ben oui, ça sent pas bon. Ben à la longue, ça sent plus. Ça sent plus. J'en mange de l'ail. Est-ce que je sens l'ail? Je fais de l'ail fermenté. Je bois le jus d'ail. C'est un antibiotique naturel très puissant. Hein? Moi, quand j'ai fait mon cours à l'université, là, je m'excuse, là, 30 secondes. Quand j'ai fait mon cours à l'université, on nous a fait tester 12 antibiotiques. Et puis, je suis allée voir la responsable du laboratoire, puis j'ai dit, est-ce que quelqu'un a déjà testé l'ail? Elle a dit non. J'ai dit, est-ce que je peux tester l'ail? Ben oui, alors j'ai pris mes petits pitrins, là, puis j'ai ensemencé avec mon ail, puis j'ai ensemencé les autres avec tous les antibiotiques qu'on m'avait donnés. Quand je suis revenue le lendemain matin, le laboratoire était infesté de l'odeur d'ail, parce que les antibiotiques, ça n'a pas d'odeur, mais l'ail en a. Ça a dû dégager leur voie respiratoire. Mais quand j'ai vu les résultats, l'ail a battu les 12 antibiotiques. Alors, c'est pour vous dire que quand je vous dis, quand vous avez un problème de santé, prenez donc de l'ail. De l'ail. Moi, voyez-vous, je cultive mon ail et quand arrive l'automne, parce que de l'ail, ça ne se conserve pas tout le temps. Hein? À un moment donné, là, ça germe, puis on est obligé de les jeter. Alors, je les pèle, je les mets dans un pot et je mets, mettons que j'ai un petit pot. Là, je vous donne ma recette pour faire de la lactofermentation. C'est 30 grammes de sel marin pour 1 litre d'eau. Et là, vous mettez ça dedans. Là, vous ne prendrez pas 1 litre, là, parce que ça m'étonnerait que vous ayez 1 litre d'ail, là. Mais c'est juste pour vous donner la proportion. Mettons que vous mettez 250 millilitres, ça veut dire 30 grammes divisé par 4. Là. OK? Vous le laissez sur votre comptoir, loin de la lumière, pendant 1 semaine de temps, pour le laisser fermenter. Après ça, vous le mettez au frigo. Vous pourriez même jeter l'ail, puis garder juste le bouillon. C'est dans le bouillon que se trouvent toutes les propriétés pour antibiotiques. Je vous le dis, là, l'ail, ça vaut n'importe quel antibiotique. Dans le miel. L'ail noir, c'est supérieur? Pardon? L'ail noir, est-ce que c'est supérieur? L'ail noir. Oui. Écoute, j'ai jamais goûté l'ail noir, mais on dit que c'est super bon. Super bon. Mais l'ail cuite, ça marche pareil ou c'est pour que ce soit cru? Bien, disons que c'est mieux cru, là. Hein, c'est comme manger sa salade cuite au lieu de crue. C'est mieux cru que cuit. C'est quoi la quantité d'ail que tu prends? Combien de gousses ou combien de têtes quand tu fais ça? Ah, moi, je prends mon ail que j'ai dans mon jardin. Mais combien? Bon, je prends ce que j'ai. Oui, mais c'est parce que quand tu 30 grammes... Non, 30 grammes, je te donne la solution. Ça, c'est la solution. Ouais. Mettons que tu as un petit pot tout petit, c'est sûr que tu ne mettras pas 1 litre d'eau là-dedans. OK, fait que tu foules le pot d'ail, puis après ça, tu calcules la solution en fonction de ce que... Ouais, mettons que tu penses que tu peux avoir 250 millilitres, alors 30 grammes divisé par 4. Oui, ça, c'est correct, la solution. Moi, c'est la quantité d'ail. Ça n'a pas d'importance. Pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ah, mais il faut que tu noies tes gousses d'ail. Il faut que ton eau soit par-dessus. Et faut-tu la défaire en gousses? Pardon? Faut-tu la défaire en petites gousses? Non. Ah oui. Tout, Mais pas la boule complètement. non. Non, parce que là, vous seriez obligé de laisser l'enveloppe, puis non, c'est pas... Voulez-vous qu'on s'arrête, puis après ça, on pourra Oui. poser des questions? Juste une question, puis on s'arrête. OK. Moi, c'est pas une question, c'est un fait. J'ai connu mon frère, il avait des hémorroïdes. Il a pris une gousse d'ail, il se l'est mis à la place du suppositoire.
soir. Puis ça n'a jamais revenu. Alors, si tu... C'est un antibiotique? ça a marché. Ben oui, c'est un antibiotique. On pourrait parler des méthodes naturelles longtemps, là. Mais là, je vous ai donné la douche eau chaude, eau froide quand vous avez la grippe, là. Ça marche. C'est vraiment merveilleux. Mettons que vous avez... Là, je vais reprendre un petit peu, là. Vous avez quelqu'un de malade qui veut sembler avoir la grippe ou vous-même. Douche chaude, 3 minutes, 30 secondes à l'eau froide. Vous faites ça 5 fois. Après ça, vous allez vous coucher. Là, vous allez transpirer et vous allez sortir le mauvais. Vous pouvez prendre... Comme ce n'est pas une contre-indication, ce n'est pas un médicament, vous pouvez le faire 3, 4, 5 fois dans une journée. Il n'y a pas de contre-indication. La seule contre-indication, c'est que ça assèche la peau. La chaleur assèche la peau. On crème. Alors, je vous remercie. Alors, on va terminer. Simon, est-ce que je peux vous demander de terminer par une prière? Parce qu'il Oui. y a beaucoup d'informations que Dieu nous donne vraiment la capacité de mettre ça en application. Puis j'en avais d'autres à dire encore. Mais non. L'année prochaine, vous venez. Oui. Bien, c'est ça. Simon nous avait déjà parlé il y a quelque temps de mettre de l'ail dans le miel. Ah oui, Comme ça c'est manger. merveilleux. Du miel, prenez du bon miel, un vrai miel, là, non pasteurisé, que vous allez chercher chez une personne qui a des ruches. Et vous mettez votre miel dans votre ail dans votre miel et vous allez voir, le miel va devenir liquide. Oui. Et là, vous pouvez jeter les gousses d'ail parce que les principes actifs sont passés dans le miel. Et là, vous avez juste à prendre le miel. Les enfants vont aimer ça. Puis, moi, je voulais parler des saisons parce que à chaque saison, il y a un organe à nettoyer. Au printemps, le foie. En été, le cœur. En automne, les poumons. En hiver, les reins. Bon, je m'arrête. Je vous demanderais de prier, par contre. Si vous voulez, on va se mettre debout. Puis Simone va prier pour ce qu'on a appris aujourd'hui, là, pour qu'on puisse mettre ça en application. Et j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Bon, bien, tant mieux. Bon et tendre Père Céleste, nous te remercions de pouvoir se rassembler sous ton chapiteau. Tu sais que nous voulons faire ta volonté. Nous te demandons de vouloir prendre soin de nous et surtout, nous voulons soumettre notre volonté à ta volonté pour pouvoir se mettre en santé pour t'honorer dans notre vie et autour de nous. Nous te demandons de nous aider, de nous protéger et de nous accorder une belle fin de journée. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'adressons cette prière. Amen. Amen.